François Mercier était connu à Paris non seulement pour son impressionnante fortune, mais aussi pour son excentricité. À l'âge de 45 ans, cet homme d'affaires millionnaire avait déjà bâti un empire dans le secteur des technologies, avec des entreprises réparties dans toute l'Europe. Son appartement terrasse avec vue sur la Tour Eiffel témoigne de sa réussite. Pourtant, en cette froide soirée d'octobre, François se retrouve dans un endroit bien différent de son luxueux environnement habituel. La station de métro Châtelet est presque vide à cette heure tardive. François avait décidé de prendre le métro sur un coup de tête, voulant se sentir comme les gens ordinaires après un dîner d'affaires particulièrement fastidieux. C'est alors que ses yeux se posent sur une silhouette affalée sur une banquette de métal froid. André Leblanc, un monsieur de 75 ans, frissonne légèrement dans son sommeil, son corps maigre à peine protégé par une fine veste usée. Son visage ridé était marqué par des années d'épreuves, mais il y avait une certaine noblesse dans ses traits qui attira l'attention de François. Poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas lui-même, François s'approcha du vieil homme et lui toucha doucement l'épaule. « Monsieur ? Monsieur, vous allez bien ?» demande François avec douceur. André ouvre lentement les yeux, la confusion se lit dans son regard. « Qui ? Ah, pardonnez-moi, j'ai dû m'assoupir. » François ressent une vague de compassion en voyant l'embarras dans les yeux du vieil homme. « Il n'y a pas de problème. Mais, tu n'as pas un endroit où aller ce soir ? » André baisse les yeux, la honte se lit dans son attitude. « Malheureusement, non, monsieur. Mais ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai l'habitude. » Quelque chose dans ces mots a profondément touché François. Sans réfléchir, il fait une proposition qui le surprend lui-même, « Venez avec moi. J'ai une chambre d'amis qui n'a pas été utilisée depuis des années. Vous pouvez y rester cette nuit, ou aussi longtemps que vous le souhaitez. » André regarde François avec un mélange d'incrédulité et de suspicion. « Monsieur, vous êtes très gentil, mais, pourquoi feriez-vous cela pour un étranger ?» François sourit et tendit la main à André pour l'aider à se lever. « Parce que parfois, monsieur, il faut se rappeler que nous sommes tous humains. Venez, ma voiture vous attend dehors. » Le trajet jusqu'à l'appartement de François est silencieux, André regardant par la fenêtre de la voiture de luxe avec une expression d'émerveillement. À leur arrivée, le portier de l'immeuble jette un regard curieux sur ce couple inhabituel, mais un signe de tête de François suffit à faire taire toutes les questions. Dans l'ascenseur, André prend enfin la parole. « Je m'appelle André Leblanc, monsieur. Je ne sais pas comment vous remercier. » François sourit doucement. « François Mercier. Et pas besoin de me remercier, André. Faites comme chez vous. » Lorsqu'il pénètre dans l'appartement, André est subjugué par la vue panoramique sur Paris. François le guida vers la chambre d'amis, une chambre spacieuse avec un grand lit et une salle de bain privée. « C'est votre chambre, André. Il y a des vêtements propres dans l'armoire et la salle de bain est entièrement équipée. Faites comme chez vous. » André regarde François, les larmes aux yeux. « Monsieur François, je ne mérite pas une telle gentillesse. » François pose une main réconfortante sur l'épaule d'André. « Nous méritons tous un peu de gentillesse, André. Maintenant, repose-toi. Demain, nous pourrons parler davantage. » En refermant la porte de la chambre d'amis, François se demanda ce qui l'avait poussé à prendre une décision aussi impulsive. Mais lorsqu'il se souvint de la gratitude dans les yeux d'André, il éprouva un sentiment de chaleur qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Peut-être, pensa François, que c'était l'occasion non seulement pour André, mais aussi pour lui-même, de redécouvrir son humanité dans la froideur du monde des affaires. Cette nuit-là, alors qu'André dormait dans un lit confortable pour la première fois depuis des années, François a réfléchi à la façon dont un simple acte de gentillesse pouvait changer non pas une, mais deux vies. L'avenir, pensa-t-il, leur réservera certainement des surprises à tous les deux. Les jours qui suivirent l'arrivée d'André dans le Penthouse de François furent marqués par un calme presque palpable. Le vieil homme, habitué à une vie de solitude et de privation, semblait presque un fantôme dans les couloirs luxueux de l'appartement. François, quant à lui, s'en tient à sa routine trépidante de réunions et de voyages d'affaires. Cependant, il ne peut s'empêcher de remarquer la présence subtile de son nouvel hôte. De petits détails attirent son attention, une tasse lavée dans l'évier le matin, la faible odeur de savon dans la salle de bain des invités, le bruit presque inaudible des pas dans le couloir tard dans la nuit.
Un dimanche matin, environ une semaine après l'arrivée d'André, François décida de préparer un petit déjeuner plus élaboré. L'arôme des croissants fraîchement sortis du four et du café frais emplit l'appartement. C'est alors qu'André apparaît dans la cuisine, attiré par les arômes alléchants. « Bonjour, André », dit François avec un sourire chaleureux. « J'espère que tu as faim. » André, vêtu d'une robe de chambre fournie par François, semble un peu mal à l'aise. « Bonjour, monsieur François. Je ne voulais pas déranger. »« Pas du tout », interrompt François avec douceur. « Je vous en prie, asseyez-vous. Le café est prêt. » André s'assit à contre-séhure à la table de la cuisine. François lui verse 2 tasses de café et dépose une assiette de croissants entre eux. « Comment s'est passé ton séjour, André ?» demande François, essayant d'engager la conversation. André prend une gorgée de café avant de répondre. « Très à l'aise, monsieur. Votre générosité est écrasante. » Il hésite sur le mot anglais, cherchant l'équivalent français. « Overwhelming », se corrige Athéil. François remarque son choix de mots. « Parlez-vous anglais, André ?» Les joues du vieil homme se teintent d'une légère rougeur. « Un peu. J'ai appris il y a de nombreuses années, quand, enfin, dans une autre vie, pour ainsi dire. » La curiosité de François est éveillée, mais il décide de ne pas insister. Ils poursuivent leur petit déjeuner dans un silence confortable, échangeant de temps à autre des commentaires sur le temps ou les nouvelles du jour. Au cours des semaines suivantes, ce schéma s'est répété. André restait dans sa chambre la plupart du temps, émergeant principalement pour les repas qu'il partageait occasionnellement. François a remarqué que le vieil homme proposait toujours de faire la vaisselle ou d'aider à la cuisine, un geste qu'il appréciait mais qu'il refusait gentiment. Au cours de ces repas partagés, François essaie d'engager la conversation avec André, mais le vieil homme parle rarement de son passé ou de sa situation actuelle. Au lieu de cela, il posait des questions polies sur le travail de François ou commentait les livres qu'il avait trouvés dans la bibliothèque de l'appartement. Un soir, environ 3 semaines après l'arrivée d'André, François rentre d'un long voyage d'affaires. Épuisé, il entre dans l'appartement et s'attend à le trouver silencieux et sombre. À sa grande surprise, une douce lumière provient de la cuisine. Il y trouva André en train de préparer un dîner simple, une soupe de légumes et du pain frais. « André, tu n'étais pas obligé de... » François commence, mais il est interrompu par le vieil homme. « S'il vous plaît, monsieur François. C'est le moins que je puisse faire pour vous remercier de votre hospitalité. » Touché par le geste, François s'assit à la table de la cuisine. Tout en savourant la soupe, il observe André de plus près. Il y avait quelque chose dans la façon dont le vieil homme se déplaçait dans la cuisine, une certaine grâce et une précision dans ses mouvements, qui suggéraient une vie très différente de celle d'un homme de la rue. « Cette soupe est délicieuse, André. Où as-tu appris à cuisiner ainsi ?» André sourit légèrement, une lueur nostalgique dans les yeux. « Ah, c'est une longue histoire, monsieur. Peut-être pour un autre soir. » François acquiesce, respectant l'intimité de son invité. Mais au fil des semaines, il ne peut s'empêcher de s'interroger sur le passé mystérieux d'André. Qui était vraiment cet homme que le destin avait placé sur son chemin? Et pourquoi, malgré sa gratitude apparente, André semble-t-il porter un poids invisible sur ses épaules? Tandis que ces questions restent sans réponse, la vie dans le Penthouse se poursuit à un rythme tranquille. André, l'invité discret et réservé, et François, l'hôte curieux mais respectueux, dansent une danse silencieuse de coexistence, chacun gardant ses secrets et ses histoires inédites. C'est un mercredi après-midi que François Mercier décide de mettre fin à son voyage d'affaires à Londres un jour plus tôt que prévu. La transaction qu'il avait négociée avait été finalisée plus rapidement que prévu, et il avait hâte de retrouver le confort de sa maison à Paris. Arrivé à son immeuble, François salua le portier d'un signe de tête distrait et monta à son appartement. En ouvrant la porte de l'appartement, il s'attend à trouver le silence habituel qui l'attend après ses voyages. Pourtant, il fut accueilli par quelque chose d'inattendu. Une douce mélodie mélancolique flottait dans l'air, résonnant dans les couloirs de l'appartement. François resta immobile un moment, laissant les notes l'envelopper. La musique était belle, jouée avec une habileté et une émotion qu'il avait rarement connues auparavant. Intrigué et un peu perdu, François suivit le son. Ses pas le conduisirent vers la salle de musique, une pièce dont il se souvenait à peine de l'existence.
C'était l'une des nombreuses extravagances qu'il avait achetées lors de l'achat de l'appartement, mais qu'il n'utilisait que rarement. En s'approchant, la mélodie devient plus claire. C'est un morceau que François ne reconnaît pas, mais qui le touche profondément. Il y avait de la nostalgie dans cette musique, comme si chaque note racontait une histoire d'amour perdu et de rêves oubliés. Arrivé devant la porte entrouverte de la salle de musique, François hésite. Une partie de lui voulait entrer et découvrir la source de cette musique extraordinaire, mais une autre partie craignait d'interrompre le moment magique auquel il assistait. Choisissant de ne pas intervenir, François s'appuya silencieusement contre le mur à côté de la porte, fermant les yeux pour mieux s'imprégner de la musique. Les notes dansaient dans l'air, tantôt douces et délicates, tantôt puissantes et passionnées. C'est comme si l'instrument lui-même prenait vie sous les mains du mystérieux pianiste. François perdit la notion du temps alors qu'il restait là, plongé dans la mélodie. Son esprit vagabondait, évoquant des images de Paris sous la pluie, de couples dansant dans les salles de bal d'une époque révolue, de nuits étoilées et de promesses chuchotées. Lorsque la musique s'acheva enfin, avec des notes qui semblaient s'évanouir dans l'air comme les dernières lueurs du crépuscule, François resta immobile, ne voulant pas rompre le charme de l'instant. Après quelques minutes de silence, il entendit le doux bruit de quelqu'un qui se déplaçait à l'intérieur de la pièce. François se détourna rapidement de la porte et se dirigea vers son bureau, ne voulant pas être surpris en train d'écouter aux portes. Une fois dans son bureau, François s'assit dans son fauteuil en cuir, l'esprit plein de questions. Qui joue ? Ce ne pouvait pas être André, n'est-ce pas ? Le vieil homme n'avait jamais fait état d'un quelconque talent musical, et François ne pouvait imaginer comment quelqu'un d'aussi doué aurait pu se retrouver à dormir dans une station de métro. Alors qu'il réfléchissait à ce mystère, François entendit des pas feutrés dans le couloir. Par la porte entrouverte de son bureau, il aperçoit André qui passe, le visage marqué d'une expression que François n'avait jamais vue auparavant, un mélange de mélancolie et de paix. François envisagea d'appeler André, de lui poser des questions sur la musique, mais quelque chose l'arrêta. Il y avait une intimité, presque un caractère sacré, dans ce dont il avait été témoin, et il sentait qu'il n'avait pas le droit de l'envahir, du moins pas encore. Ce soir-là, au dîner, François observe André d'un œil nouveau. Les mains du vieil homme, que François avait toujours considérées comme fragiles et tremblantes, semblaient maintenant cacher une force et une agilité insoupçonnées. Il y avait une nouvelle dimension chez André, un mystère que François avait envie de percer. « Comment s'est passée ta journée, André ?» demande François avec désinvolture, en essayant de garder une voix neutre. André le regarde avec un sourire serein. « Silence, monsieur François. J'espère que votre voyage a été fructueux. » François acquiesce, luttant contre l'envie de parler de la musique. Oui, c'était révélateur. Alors qu'ils terminent leur repas en silence, François ne peut s'empêcher de se demander quels sont les autres secrets de son mystérieux invité. La mélodie qu'il avait entendue cet après-midi-là lui avait ouvert les portes d'un monde qu'il avait du mal à imaginer, et François était bien décidé à en savoir plus. Dans les jours qui suivent la découverte de la mystérieuse musique, François est constamment distrait. La mélodie qu'il avait entendue résonnait dans son esprit, éveillant une curiosité qu'il ne pouvait ignorer. Il commença à prêter plus d'attention aux mouvements d'André, espérant déceler un signe qui confirmerait ses soupçons. Une semaine plus tard, l'occasion se présente. François avait annulé une réunion dans l'après-midi, décidant de travailler à domicile. Vers 3 heures de l'après-midi, alors qu'il passait en revue des documents dans son bureau, il l'entendit à nouveau. Les notes douces et mélancoliques du piano flottaient dans l'appartement, l'appelant comme un chant de sirène. Cette fois, François n'hésite pas tranquillement, il se lève de sa chaise et se dirige vers la salle de musique. Son cœur battait la chamade, mélange d'excitation et d'appréhension. En s'approchant de la porte entrouverte, il retient son souffle, craignant que le moindre bruit ne rompe le charme. Avec précaution, François jeta un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte. Le spectacle qui s'offrit à lui le stupéfia. André était assis au piano à queue, ses doigts dansant sur les touches avec une grâce et une habileté que François n'avait jamais imaginées. Le vieil homme est complètement transformé. Sa posture, habituellement courbée et hésitante, rayonnait maintenant de confiance et de vigueur. Ses yeux sont fermés, son visage s'est détendu dans une expression de pure sérénité. On aurait dit que les années s'étaient effacées de ses traits,
révélant le jeune artiste qu'il avait dû être. La musique qu'André jouait était différente de celle que François avait entendue la première fois. Elle était plus complexe, plus passionnée. Les notes s'entremêlaient en une tapisserie sonore qui parlait d'amour, de perte, d'espoir et de rédemption. François sentit son cœur se serrer sous l'effet de l'émotion brute qui émanait de chaque accord. Incapable de se contenir, François ouvrit la porte un peu plus grand, voulant absorber chaque détail de la scène qui se déroulait devant lui. Les mains d'André, qui d'habitude tremblent légèrement lorsqu'elles tiennent un verre ou une fourchette, se déplacent maintenant avec précision et force sur les touches. Ses doigts semblaient connaître le chemin par instinct, créant une symphonie d'émotions qui remplissait l'air. François observe avec fascination les mouvements du corps d'André. Le vieil homme se penche en avant dans les passages les plus intenses, comme s'il voulait fusionner avec l'instrument. Dans les moments plus doux, il se penche légèrement en arrière, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Le morceau atteint son apogée, les mains d'André survolant les touches dans un tourbillon de notes qui laisse François sans voix. Et puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, la musique se termina. Les dernières notes restèrent suspendues dans l'air un instant avant de se dissoudre dans le silence. André reste immobile au piano, les mains toujours posées sur les touches. François vit une larme couler sur la joue ridée du vieil homme, témoignage silencieux de l'émotion qui venait d'être libérée. Réalisant l'intimité du moment, François recula silencieusement, ne voulant pas s'immiscer dans ce moment privé. Il retourne à son bureau, l'esprit tourbillonnant de questions et d'émotions contradictoires. Qui était vraiment André Leblanc ? Comment un homme au talent si extraordinaire a-t-il pu se retrouver à dormir dans une station de métro ? Quelles circonstances de la vie l'ont amené à cacher ce don magnifique ? François se rassit dans son fauteuil, regardant par la fenêtre la ville de Paris qui s'étendait en contrebas. Il se sentait à la fois humilié et privilégié. Humilié de réaliser que son invité était bien plus que ce qu'il avait imaginé, et privilégié d'avoir été témoin de quelque chose d'aussi beau et d'aussi profondément personnel. À ce moment-là, François prend une décision. Il ne confrontera pas André immédiatement à propos de ce qu'il a vu. Au lieu de cela, il attendrait, observerait, lorsque le moment serait venu, offrirait à André l'opportunité de partager à nouveau son don avec le monde. Alors que le soleil de l'après-midi baigne Paris d'une lumière dorée, François se sourit à lui-même. La musique qu'il avait entendue avait touché quelque chose en lui, réveillant une passion et un but qu'il ne soupçonnait pas. Et il savait que, d'une manière ou d'une autre, leur deux vies étaient sur le point de changer à jamais. Dans les jours qui suivirent sa découverte, François se demanda intérieurement comment aborder André au sujet de son talent caché. Il ne veut pas embarrasser le vieil homme ou le faire se sentir exposé, mais sa curiosité et son admiration sont difficiles à contenir. L'occasion s'est présentée naturellement une semaine plus tard, lors d'un dîner en commun. François avait mis de la musique classique douce en fond sonore, ce qu'il faisait rarement. Il remarqua qu'André semblait plus animé que d'habitude, ses yeux brillaient d'une reconnaissance silencieuse des mélodies. « Tu aimes la musique classique, André ?» demanda François en se resservant du vin. André sourit doucement. « Ah, oui. Cela a toujours été une grande passion pour moi. » François hésite un instant avant de poursuivre. « Tu sais, il y a quelques semaines, j'ai entendu la plus belle des musiques dans mon salon de musique. C'était toi qui jouais, n'est-ce pas ?» Le sourire d'André s'efface, remplacé par une expression de surprise et peut-être un peu d'embarras. « Je m'excuse, monsieur François. Je n'aurais pas dû utiliser votre piano sans votre permission. » François secoue la tête avec insistance. « Non, non. Ne vous excusez pas. C'était extraordinaire. Je n'ai jamais rien entendu de tel. Où as-tu appris à jouer comme ça ?» André reste silencieux un long moment, les yeux fixés sur son assiette. Quand il parla enfin, sa voix était pleine d'émotion. C'était il y a longtemps. Une autre vie, pourrait-on dire. Encouragé par l'ouverture d'André, François insiste doucement. « Avez-vous été pianiste professionnel ?» André pousse un profond soupir. « Presque. J'ai étudié au Conservatoire de Paris quand j'étais jeune. Mes professeurs disaient que j'avais un don rare, que je pouvais faire une brillante carrière. » « Que s'est-il passé ?» demande François avec douceur. « La vie, monsieur François. La vie est arrivée.
André fait une pause et boit une gorgée de vin avant de poursuivre. Mon père est tombé gravement malade lorsque j'avais 22 ans. En tant que fils aîné, la responsabilité de subvenir aux besoins de la famille m'incombait. J'ai abandonné mes études et j'ai commencé à travailler dans une usine. François sent son cœur se serrer à l'écoute de l'histoire d'André. Cela a dû être très difficile pour vous. André acquiesce tristement. Oui, mais que pouvais-je faire ? Ma famille avait besoin de moi. Et à cette époque, une carrière dans la musique me semblait être un rêve stupide et égoïste. Vous n'avez plus jamais joué après cela ? De temps en temps, quand je trouvais un piano dans un lieu public. Mais je n'ai plus jamais eu d'instrument à moi. Les circonstances de la vie, eh bien, elles ne sont pas toujours favorables aux rêves de la jeunesse. François regarde les yeux d'André se remplir de larmes non versées. Le poids d'une vie d'occasions manquées et de rêves abandonnés est palpable dans la voix du vieil homme. Et maintenant, demande François avec douceur. Quel effet cela fait-il de rejouer après tant de temps ? André sourit, un vrai sourire qui illumine son visage ridé. C'est comme retrouver un vieil ami. Les notes, les mélodies, ne m'ont jamais vraiment quitté. Elles étaient juste endormies, attendant d'être réveillées. François a senti une vague d'émotion l'envahir. La résilience et la passion d'André sont une source d'inspiration. Voilà un homme qui, malgré toutes les adversités de la vie, porte toujours la flamme de son amour pour la musique. André, dit François en se penchant en avant, j'aimerais que vous considériez le piano comme le vôtre pendant que vous êtes ici. Jouez-en quand vous le souhaitez. Ce serait un honneur pour moi d'entendre votre musique. Les yeux d'André s'écarquillent de surprise. Monsieur François, je ne pouvais pas. J'insiste, interrompt François avec douceur. La musique est faite pour être jouée et appréciée. Et votre talent, c'est un don qui mérite d'être célébré. Une larme coule sur la joue d'André qui acquiesce en remerciements silencieux. À ce moment-là, quelque chose a changé entre les deux hommes. Un lien plus profond s'est formé, basé sur la compréhension et le respect mutuel. Alors qu'il termine le dîner, François ne peut s'empêcher de penser que peut-être, juste peut-être, le destin avait quelque chose d'autre en tête lorsqu'il a mis André sur son chemin. Et il était déterminé à découvrir ce que cela pouvait être. Dans les semaines qui suivent la révélation d'André, l'appartement de François s'anime de musique. Le son du piano est devenu une constante, remplissant les pièces de mélodie allant du classique au contemporain. François se retrouve souvent dans le couloir, les yeux fermés, à absorber la beauté des compositions d'André. Un soir, alors qu'il savoure un dîner préparé par André, qui, comme François le découvre, est aussi doué en cuisine qu'au piano, une idée commence à germer dans l'esprit de l'homme d'affaires. André, commence François en posant son verre de vin sur la table, as-tu déjà songé à redevenir pianiste professionnel ? Le vieil homme s'arrête au milieu d'une bouchée, la surprise se lisant sur son visage. Moi ? Non, non, cette époque est révolue, monsieur François. Je suis trop vieux pour cela. François secoue la tête, une lueur de détermination dans les yeux. C'est absurde. La musique n'a pas d'âge, mon ami. Et ton talent, eh bien, ce serait un crime de le garder caché. André a l'air hésitant, mais François voit une étincelle d'intérêt dans ses yeux. C'est une belle idée, mais, qui voudrait écouter un vieux pianiste inconnu ? François sourit, son cerveau d'homme d'affaires travaille déjà à l'élaboration d'un plan. Les jours suivants, François passe des appels discrets, utilisant ses contacts dans le monde des affaires pour sonder la scène musicale parisienne. Il finit par trouver Isabelle Dubois, une agente respectée, connue pour son sens aigu de la découverte de talents uniques. Après avoir écouté un enregistrement d'André, Isabelle est impressionnée. Il y a quelque chose de spécial ici, monsieur Mercier, dit-elle à François au cours du déjeuner. Une maturité émotionnelle qui ne vient qu'avec l'âge et l'expérience. Nous pouvons travailler avec cela. Avec l'aide d'Isabelle, François commence secrètement à organiser une audition avec les représentants de Mélodie Records, l'un des labels de musique classique les plus prestigieux de France. Pendant ce temps, André ignore tout des projets de François. Il passe ses journées à jouer, composer et parfois donner des concerts impromptus pour François et le personnel d'entretien de l'appartement, qui deviennent de fervents admirateurs. Une semaine avant l'audition prévue, François décide qu'il est temps de révéler son plan à André.
Après le dîner, il conduit le vieil homme dans le salon. « André, j'ai quelque chose à te dire », commença François, le cœur battant d'impatience. André le regarde avec curiosité. « Qu'y a-t-il, monsieur François ? Vous avez l'air sérieux. » François prend une grande inspiration. « J'ai organisé une audition pour toi. Avec Mélodie Records. » Le visage d'André pâlit. « Vous, quoi ? » François explique rapidement ce qu'est Isabelle, la maison de disques et l'opportunité qu'elle représente. Tout en parlant, il observe les émotions qui passent sur le visage d'André, le choc, la peur, l'excitation, enfin, un soupçon d'espoir. « Mais, et si je ne suis pas assez bon ?» demande André, la voix tremblante. François pose une main réconfortante sur l'épaule de son ami. « André, tu es plus que suffisant. Tu es extraordinaire. C'est votre chance de partager à nouveau votre don avec le monde. » Les larmes brillent dans les yeux d'André. « Je ne sais pas quoi dire, monsieur François. C'est plus que je n'aurais jamais pu imaginer. » Les jours précédant l'audition, l'appartement est rempli d'une énergie nerveuse et excitante. André s'entraînait sans relâche, peaufinant son répertoire avec un dévouement que François trouvait inspirant. La veille de l'audition, François trouve André assis tranquillement au piano, ses mains reposant doucement sur les touches. « Nerveux ?» demande François avec douceur. André le regarde avec un sourire tremblant. Terrifié. Mais aussi, vivant. Plus vivant que je ne l'ai été depuis des décennies. François lui a rendu son sourire. « Tu vas être formidable, André. Joue avec ton cœur, comme tu le fais toujours. » Ce soir-là, alors que le doux son du piano flottait dans l'appartement, François sentit une vague d'émotion l'envahir. Quelle que soit l'issue de l'audition, il savait qu'il avait donné à André quelque chose de précieux, une seconde chance, l'occasion de raviver une passion longtemps endormie. Et tandis que la musique d'André emplit l'air, François ne peut s'empêcher de penser que peut-être, juste peut-être, lui aussi a gagné quelque chose de tout aussi précieux dans ce processus inattendu. Le matin de l'audition arrive avec un mélange de nervosité et d'anticipation. François trouve André dans la cuisine, en train de tripoter distraitement une tasse de café qui n'a pas été touchée. « Prêt pour le grand jour ?» demande François avec douceur. André le regarde avec des yeux pleins d'appréhension. « Et si j'échouais, monsieur François ? Et si tout cela n'était que le rêve d'un vieil homme stupide ?» François s'assied à côté de lui. « André, n'oublie pas que tu as déjà gagné rien qu'en étant ici. Quel que soit le résultat, tu dois être fier d'avoir eu le courage d'essayer. » Ces paroles semblent calmer un peu André, mais sa tension reste palpable pendant tout le trajet jusqu'au studio de Mélodie Records. À leur arrivée, ils sont accueillis par Isabelle Dubois qui les guide à travers les couloirs jusqu'à une salle d'audition. Le cœur d'André s'emballe à la vue du magnifique piano à queue Steinway qui trône au centre de la pièce. 3 personnes sont assises autour d'une table: Pierre Lefebvre, directeur artistique de Mélodie Records, Céline Rousseau, critique musicale de renom, et Jean-Luc Moreau, producteur connu pour son travail avec des artistes classiques contemporains. « Monsieur Leblanc », commence Pierre avec un sourire poli, « nous avons hâte de vous entendre jouer. S'il vous plaît, quand vous serez prêt. » André se dirigea lentement vers le piano, les jambes lourdes. Il s'assit, ajustant le banc avec des mains tremblantes. François, qui observait la scène dans un coin de la pièce, sentit son propre cœur s'emballer en signe de sympathie. Pendant un moment de tension, André resta immobile, les mains posées sur les touches. François retient son souffle, craignant que sa nervosité n'ait paralysé son ami. Puis, comme si un interrupteur avait été actionné, quelque chose changea. Les épaules d'André se sont détendues, sa posture s'est redressée et ses doigts ont joué les premières notes du « Clair de lune » de Debussy. La transformation est immédiate et profonde. L'hésitation de quelques instants a fait place à une confiance sereine. Les notes s'écoulent des doigts d'André avec une grâce et une émotion qui laissent toute la salle bouche bée. François regarde avec étonnement André se perdre dans la musique, son visage rayonnant d'une paix et d'une joie qu'il n'avait jamais vue auparavant. La pièce de Debussy se fondit doucement dans une composition originale d'André, une mélodie douce amère qui parlait d'amour perdu, de seconde chance et de la beauté de la vie dans toutes ses phases. Lorsque la dernière note s'est éteinte, il y a eu un moment de silence respectueux. François voit des larmes dans les yeux de Céline Rousseau,
tandis que Pierre et Jean-Luc échangent des regards étonnés. Monsieur Leblanc, dit finalement Pierre, la voix teintée d'émotion, c'était extraordinaire. Les heures suivantes s'écoulent dans un tourbillon de discussions animées. Des contrats sont évoqués, des projets d'albums esquissés, et le mot « tournée » revient sans cesse dans la salle. En fin d'après-midi, la décision est prise, André Leblanc enregistrera un album chez Mélodie Records, suivi d'une tournée dans toute la France. Lorsqu'il quitte enfin le studio, André semble en transe. « C'est vraiment arrivé ?» demande-t-il à François, la voix tremblante d'émotion. François sourit et serre l'épaule d'André. « Oui, mon ami. C'est arrivé. C'est toi qui l'as fait. » Sur le chemin du retour, André reste silencieux, regardant par la fenêtre de la voiture avec une expression de stupéfaction. François respecte son silence, comprenant que le vieil homme est en train de vivre la réalisation d'un rêve abandonné depuis longtemps. Lorsqu'ils arrivent à la maison, André se tourne vers François, les larmes aux yeux. « Monsieur François, je ne sais pas comment vous remercier. Vous m'avez donné une seconde chance dans la vie. » François sent sa propre gorge se serrer sous le coup de l'émotion. « Non, André. Tu t'es donné cette chance. J'ai juste ouvert la porte. Tu as eu le courage de la franchir. » Ce soir-là, alors que le son du piano emplit à nouveau l'appartement, François réfléchit à l'extraordinaire voyage qu'ils ont partagé. D'une rencontre fortuite dans une station de métro à ce moment de triomphe, la vie avait pris une tournure que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir. Et tandis que les notes d'une nouvelle composition d'André flottaient dans l'air, un morceau qui parlait de gratitude, d'amitié et du pouvoir transformateur de la musique, François savait que, d'une manière ou d'une autre, ils avaient tous deux trouvé quelque chose qu'ils ne savaient pas qu'ils cherchaient, une nouvelle famille, forgée dans les notes d'un piano et la chaleur de la compassion humaine.